Un milliardaire impitoyable jeta la domestique blanche dans une piscine infestée de piranhas lors de sa réception sur la Côte d'Azur. Les invités filmèrent sa mort supposée pour se divertir. Le monde avait déjà vu de la cruauté, mais jamais diffusé en direct une coupe de champagne à la main. Une femme poussée dans une eau tourbillonnante remplie de prédateurs aux dents acérées, tandis qu'un manoir, plein de l'élite fortunée, riait et enregistrait ses derniers instants. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. La vidéo devint virale. Son nom devint un cri de ralliement, et des millions de personnes regardèrent le moment où la situation allait se retourner d'une manière plus brutale que quiconque aurait pu l'imaginer. Avant de reprendre, dites-moi d'où vous regardez. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. Maintenant, continuons. Le corps de Céleste frappa l'eau avec le bruit d'une porte qui se referme sur son ancienne vie. Le choc glacial lui coupa le souffle. Le poids de son uniforme détrempé l'entraîna vers le bas, l'attirant encore plus profondément dans le bleu tourmenté. Elle ouvrit les yeux sous l'eau et les vit au moins 30 piranhas. Leurs corps argentés, scintillant sous la lumière artificielle, leurs yeux noirs et plats, leurs mâchoires s'ouvrant et se refermant, révélant des dents triangulaires faites pour déchiqueter la chair en quelques secondes. Au-dessus de la surface, la voix d'Isidore résonna étouffée mais triomphante. « Quelqu'un prend le temps qu'elle va tenir. Je parie sur moins d'1 minute. » Des rires, des cris, le son des téléphones en train d'enregistrer. L'élite de la région regardait une femme se noyer. Divertie par sa terreur, pariait sur sa mort comme s'il s'agissait d'un spectacle sportif. Les piranhas se rapprochèrent. Les poumons de Céleste brûlaient réclamant un air qu'elle ne pouvait pas leur donner. Ses muscles hurlaient. Tout son instinct lui criait de se débattre, de lutter, de remonter à la surface. Mais elle se força à rester absolument immobile, laissant son corps couler lentement vers le fond de la piscine. Elle avait rédigé un mémoire de 30 pages sur le comportement alimentaire des piranhas. Elle savait qu'ils attaquaient les mouvements erratiques. Elle savait qu'ils étaient attirés par les éclaboussures, le sang, la panique. Alors elle ne leur offrit rien de tout cela. Les piranhas tournoyaient curieux, mais prudents, leurs dents en lames de rasoir, scintillant sous les lumières sous-marines. Sur la terrasse, les invités criaient. Certains acclamaient. Isidore se penchait au-dessus du bord, le visage tordu d'anticipation, attendant que l'Osis se devienne rouge. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Céleste s'était préparée à ce moment toute sa vie. 30 minutes plus tôt, la Villa Varenne ressemblait à un tableau d'opulence obscène et de cruauté décontractée. Le soleil frappait la propriété comme un projecteur sur le péché, répandant une lumière dorée sur des pelouses d'Alas taillées au millimètre s'étendant sur des hectares au-delà de fontaines de marbre importées d'Italie à travers des jardins où les roses coûtaient plus cher à entretenir que le salaire annuel de la plupart des gens. Le manoir lui-même s'élevait sur 3 étages entièrement composés de verre et de pierres blanches. Chaque angle semblait conçu pour rappeler aux visiteurs qu'Isidore Varon ne possédait pas seulement des bâtiments. Il possédait le pouvoir lui-même. La fête battait son plein à 19h. 200 invités déambulaient sur les terrasses et autour de la piscine, sirotant du champagne grand cru, à 1200 € la bouteille picorant du caviar, servie par des employés à qui l'on avait ordonné de rester invisible. Un quatuor à cordes jouait près du jardin de roses. Les serveurs, en veste blanche impeccable, glissaient entre les convives comme des fantômes, leurs plateaux toujours pleins, leurs visages parfaitement neutres. Au centre de tout tel, un cœur battant de cruauté, se trouvait la piscine de taille olympique, une eau d'une transparence cristalline. Mais ce n'était pas sa taille qui fascinait les invités, c'étaient les murs de verre installés sur 3 côtés des panneaux épais et transparents qui faisaient de la piscine un véritable aquarium. Et dans cet aquarium visible de tous, des dizaines de piranhas nageaient en motifs nerveux.
Ma pièce de conversation, disait Isidore aux invités, un sourire tranchant étirant son visage bronzé. Piranhas à ventre rouge, Pygocentrus naterori, si vous voulez être technique. Ça m'a coûté 200 000 € pour les importer légalement, plus un autre million pour le système de filtration et l'installation du verre. Mais on ne peut pas mettre un prix sur l'unicité, n'est-ce pas? Ce qu'il ne mentionnait pas, c'était le nombre d'infractions sanitaires qu'il avait fait disparaître à coups de pause de vin. Les avertissements des organisateurs qu'il avait ignorés. Les fois où son personnel l'avait supplié de vider la piscine avant qu'un drame n'arrive. Isidore Varon ne se souciait pas de la sécurité. Il se souciait du pouvoir de montrer à tous ceux qui entraient sur son domaine qu'il pouvait tout posséder, même le danger, même la mort. Il se tenait maintenant près du bord vêtu d'un costume en lin blanc qui devait coûter plus que ce que Céleste gagnait en 6 mois. À 47 ans, Isidore incarnait la richesse pauvre, parfaitement hâlée, tempe argentée, montre de luxe, captant la lumière à chaque geste. Il possédait la moitié des propriétés du littoral local, 3 chaînes d'hôtels de luxe et suffisamment d'élus dans sa poche pour faire plier les lois autour de lui comme l'eau contourne la pierre. Il avait aussi une réputation de cruauté dont tout le monde murmurait, mais que personne n'osait contester. Céleste Moreau évoluait dans la foule avec une invisibilité maîtrisée. Son uniforme noir était parfaitement repassé, ses cheveux tirés en arrière, son visage figé, dans un masque professionnel. À 34 ans, elle avait appris à disparaître en pleine vue à servir les riches, sans attirer leur attention à survivre dans des lieux qui lui rappelaient constamment qu'elle n'y appartenait pas. Elle portait un plateau de verre de vin, se glissant entre des groupes de convives qui ne prenaient même pas la peine de baisser la voix lorsqu'elle approchait. Il parlait de portefeuilles boursiers, de résidences secondaires, se plaignait des impôts et du personnel feignant, riait de transactions qui allaient mettre des centaines de personnes au chômage. Céleste travaillait pour Isidore Varon depuis 6 mois. 6 mois d'insultes camouflées en plaisanteries. 6 mois de mépris de classe enveloppés de sourires. 6 mois à le voir traiter les gens comme des objets jetables. Mais elle avait tendré tout cela car elle avait besoin d'être ici. Parce qu'Isidore Varon avait détruit quelque chose qu'elle aimait et qu'elle avait besoin de preuves avant de pouvoir le faire payer. Elle avait été étudiante en biologie marine autrefois des années plus tôt. Une fille boursière à l'Université de Bretagne occidentale, fascinée par les écosystèmes marins, rêvant d'une carrière à protéger les espèces menacées et à étudier le comportement des prédateurs. Elle rédigeait son mémoire sur les poissons agressifs lorsque sa mère fut diagnostiquée d'un cancer au stade 4. Les factures médicales les avaient englouties. Céleste avait abandonné ses études pour travailler à 3 emplois, regardant ses rêves se dissoudre comme du sel dans l'eau. Sa mère mourut malgré tout. Après les funérailles, Céleste passa des mois à dériver travaillant partout où elle le pouvait, essayant de comprendre ce qu'elle devait faire ensuite. Puis elle vit le reportage sur la réserve marine, le récif protégé au large des côtes, abritant des dizaines d'espèces menacées. Le récif qui agonisait empoisonné par des déchets toxiques qui continuaient d'apparaître malgré les protections environnementales. Les déchets qui remontaient jusqu'aux entreprises Baron. Isidore déversait des produits chimiques industriels depuis des années, soudoyant des inspecteurs falsifiant des rapports, tuant des milliers de poissons et de coraux pour économiser l'argent du traitement adéquat. Céleste avait passé des semaines à enquêter rassemblant les preuves qu'elle pouvait dans les registres publics. Puis elle fit quelque chose de fou. Elle posa sa candidature pour un poste de femme de chambre chez lui. Elle avait besoin d'accéder à ses dossiers privés. Elle avait besoin de preuves qui tiendraient devant un tribunal. Elle avait besoin de justice pour l'océan, qui avait été son premier amour, le rêve qu'il avait contribué à détruire. 2 semaines auparavant, elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait, tard dans la nuit, alors qu'Isidore recevait des invités. Sur son yacht,
Céleste, s'était introduite dans son bureau personnel et avait tout photographié les plannings de déversement, les registres de paiement aux fonctionnaires corrompus des courriels, discutant de la manière d'éviter la détection. Elle avait envoyé le tout anonymement à 3 organisations environnementales attendant le moment opportun pour rendre l'affaire publique. Isidore l'avait découvert hier. Elle ne savait pas comment. Peut-être qu'il avait des caméras qu'elle n'avait pas vues. Peut-être que quelqu'un avait parlé. Mais ce matin-là, il l'avait appelée dans son bureau, avait souri de ce sourire tranchant et avait dit « Je sais ce que tu as fait, Céleste. Et ce soir, tu vas apprendre ce qui arrive à ceux qui oublient leur place. » Maintenant, alors qu'elle traversait la fête avec son plateau de vin, les mains de Céleste étincelaient, mais son cœur battait à tout rompre. Elle savait que quelque chose allait se produire. Elle ignorait simplement quoi. La réponse arriva à 19h43. Elle servait des boissons près de la piscine lorsqu'un des invités d'Isidore, un promoteur immobilier en costume sur mesure, fit un geste trop large en racontant une histoire. Sa main heurta le plateau de Céleste, le faisant basculer. Un verre de vin rouge tomba éclaboussant la robe blanche de la femme à côté de lui. La femme poussa un cri perçant. La conversation cessa. Tout le monde se tourna vers elle. « Oh mon Dieu !» s'exclama la femme en regardant la tache qui s'étendait. « C'est du Chanel Vintage. »« Je suis vraiment désolé, » dit immédiatement Céleste la voix égale, malgré son cœur affolé. « Laissez-moi trouver de quoi nettoyer. Je paierai le pressing. Tu paieras, » ricana la femme aiguë et cruelle. « Tu as la moindre idée du prix de cette robe. Tu ne gagnerais même pas ça en une année. » Isidore apparut à côté d'elle, comme s'il attendait précisément ce moment. Son sourire était large et terrible. « Quel est donc le problème? Votre bonne maladroite vient de ruiner ma robe, » dit la femme. Isidore regarda Céleste, et elle vit dans ses yeux que c'était là. Son moment, l'accident qu'il avait planifié, le prétexte qu'il attendait. « Je vois », dit-il doucement. Puis sa voix monta se répercutant sur toute la terrasse de la piscine. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? » La fête s'apaisa. 200 visages se tournèrent vers eux. L'estomac de Céleste se noua. « Il semble, » déclara Isidore, « que nous ayons ici un problème de respect, un problème de compréhension de sa place. » Il saisit le bras de Céleste, ses doigts s'enfonçant dans sa chair. « Cette femme m'a volé, m'a espionné, a pénétré dans mes dossiers en privé. » Des exclamations secouèrent la foule. Céleste ouvrit la bouche pour se défendre, mais la prise d'Isidore se resserra coupant ses mots. « Et maintenant, » continua-t-il en la tirant vers la piscine, « elle a agressé l'une de mes invitées. Alors, je pense qu'il est temps pour une leçon, une démonstration de ce qui arrive quand on oublie qui est son employeur. » Ils étaient maintenant au bord de la piscine. Les parois de verre révélaient les piranhas en dessous leur corps argenté, décrivant des motifs hypnotiques. Les invités formèrent un demi-cercle téléphone, déjà en train d'enregistrer. Certains semblaient mal à l'aise. La plupart avaient de l'air ravis. C'était pour cela qu'ils étaient venus réaliser Céleste. Pas seulement pour une fête, pour un spectacle. La cruauté d'Isidore n'était pas un secret. C'était un atout. « Des gens comme toi, » murmura Isidore, sa voix tombant pour que seul Céleste entende. « Vous croyez pouvoir exposer des gens comme moi, croire que vous pouvez jouer les héros. Mais tu n'es pas un héros, Céleste. Tu n'es qu'une employée. Et les employés se remplacent. » Le filtre de la piscine bourdonnait doucement. Les piranhas sentaient le mouvement se rapprochant du bord où tombaient les ombres. Céleste baissa les yeux vers eux, vers l'eau qui la tuerait ou la sauverait, et quelque chose en elle devint très calme. Elle avait étudié ces poissons. Elle connaissait leur comportement, leur rythme alimentaire, leurs déclencheurs. Elle avait passé 6 mois dans cette maison, étudiant son plan, repérant la salle des machines, où se trouvaient les commandes, mémorisant les issues.
Et elle avait survécu à pire qu'Isidore Varon. Elle avait survécu à la perte de tout. Elle avait survécu à la mort de sa mère. Elle avait survécu à une vie entière où on lui répétait qu'elle ne comptait pas, qu'elle devait accepter sa place, que lutter était inutile. Elle avait fini de survivre. Il était temps de se battre. Un dernier mot, demanda Isidore assez fort pour que la foule entende encore. Céleste tourna la tête, le regarda droit dans les yeux et dit « Tu vas le regretter. » Isidore éclata de rire, les invités aussi. L'air de la nuit se remplit de leur certitude que tout cela n'était qu'un divertissement, que rien de ce qu'ils voyaient ne toucherait jamais leur vie confortable. Puis Isidore poussa et Céleste tomba dans le, pleine de dents et de morts, dans la clarté glaciale de l'instinct de survie pure. Le froid s'enroula autour d'elle comme un poing écrasant l'air de ses poumons. Son corps voulait se débattre, lutter battre des jambes pour remonter et respirer. Chaque instinct de survie hurlait de bouger, de fuir, de vivre. Mais Céleste se força. Elle demeurait suspendue dans le silence bleu, son uniforme flottant autour d'elle comme des ailes sombres, ses cheveux se libérant de leurs chignons serrés. Les piranhas tournaient à environ 2 mètres, leurs écailles argentées captant les lumières sous-marines, leurs yeux noirs et plats l'observant avec le calcul froid de prédateurs purs. 30 d'entre eux, peut-être plus, chacun à peu près de la taille de sa main. Des corps compacts, remplis de muscles et de dents. Des piranhas à ventre rouge. Pygocentrus natereri. Elle les avait étudiés pendant tout un semestre, fascinée par l'écart entre leur réputation et leur réalité. La réalité, c'était que les piranhas étaient des chasseurs prudents. Ils attaquaient les proies blessées, les proies qui se débattaient, les proies qui saignaient. Ils réagissaient à la panique. Mais une cible immobile, une cible calme, les déstabilisait, les faisait hésiter. Céleste compta les battements de son cœur, évaluant l'oxygène encore présent dans ses poumons. Elle avait été nageuse de compétition au lycée, avant l'université, avant que sa vie ne s'écroule. Elle pouvait retenir son souffle 2 minutes si elle restait calme, peut-être 2 minutes 30 si elle avait de la chance. Elle avait environ 45 secondes avant que son corps ne l'oblige à remonter. Au-dessus de l'eau, étouffée par la barrière entre leur monde, elle entendait les hurlements, les cris, le rire d'Isidore qui transperçait tout comme une lame. Regardez-la là-bas figée comme un chevreuil dans les phares. Plus de rire, le bruit des téléphones en train de filmer. Quelqu'un sanglotait d'une voix aiguë et théâtrale. Une autre personne prenait des paris sur le temps qu'elle tiendrait. Céleste les ignora. Elle devait se concentrer, se rappeler tout ce qu'elle avait appris. Les souvenirs revinrent en vagues brutales, aussi coupants et douloureux que l'eau glacée. 6 ans plus tôt, elle se tenait dans un amphithéâtre universitaire 28 ans, poursuivant enfin le rêve qu'elle avait depuis l'enfance. La bourse avait été un miracle, une seconde chance après des années de petits boulots pour aider sa mère à payer les factures. La biologie marine, l'étude des écosystèmes océaniques, du comportement des prédateurs, de l'équilibre fragile qui maintient les mondes sous-marins en vie. Le professeur Chen donnait un cours sur les espèces de poissons agressifs. Les piranhas ont une réputation, disait-il en cliquant sur des diapositives montrant leurs dents acérées et leurs mâchoires puissantes. Hollywood en a fait des monstres, mais la vérité est plus nuancée. Ce sont autant des charognards que des chasseurs. Oui, ils réagissent au sang dans l'eau, aux éclaboussures et aux signaux de détresse. Mais un animal sain et calme, ils le laisseront souvent tranquille. Céleste avait levé la main. Et les frénésies alimentaires. Les histoires où ils réduisent des bovins à l'os en quelques minutes. Le professeur Chen avait souri. Elles sont réelles mais rares, généralement déclenchées par une faim extrême et la présence d'une proie déjà blessée. Un humain en bonne santé avançant calmement dans une eau habitée par des piranhas en sortirait probablement indemne. C'est la panique qui vous tue.
les mouvements désordonnés qui signalaient la vulnérabilité. Elle avait tout noté. Avait passé des semaines au laboratoire à étudier les schémas comportementaux des piranhas, observant leurs réactions selon les stimuli. Son sujet de mémoire s'était imposé de lui-même, modèle de réponse prédatrice chez Pygocentrus natereri. Distinguer le mythe du comportement mesurable. Elle avait été si enthousiaste, si certaine, que c'était la voie que sa vie suivrait, la recherche, la conservation faire une différence. Puis sa mère avait appelé avec le diagnostic. Cancer stade 4. 6 mois peut-être, ou moins. Aucune assurance ne couvrait les traitements qui auraient pu lui offrir un peu plus de temps. Céleste avait quitté l'université 2 semaines plus tard. Elle avait pris 3 emplois, travaillant 18 heures par jour, regardant ses économies, sa bourse et ses rêves se dissoudre comme du sel dans l'eau de mer. Elle avait tenu la main de sa mère durant chaque traitement, chaque rechute, chaque moment d'espoir transformé en cendres. Sa mère était morte malgré tout, et Céleste s'était retrouvée avec rien, sinon des dettes, et l'écrasante certitude d'un avenir qui ne viendrait jamais. Ce souvenir affûta sa concentration, la ramena au présent à l'eau aux dents tournoyant autour d'elle. Elle avait survécu à la perte de tout une fois. Elle survivrait encore. Les piranhas devenaient plus audacieux. L'un d'eux rompit le cercle fonçant, puis reculant testant curieux. Son immobilité les déroutait, mais cela ne durerait pas éternellement. Finalement, la curiosité dépasserait la prudence. Les poumons de Céleste commençaient à brûler. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de bouger, mais remonter, maintenant déclencherait leur réaction d'attaque. Les éclaboussures, le mouvement rapide vers la surface signaleraient un comportement de proie. Elle devait être intelligente, utiliser ce qu'elle savait. Ses yeux balayèrent la piscine, cherchant une option. Les parois vitrées n'offraient aucune échappatoire trop haute pour être escaladée depuis l'intérieur. Le bord de la piscine se trouvait à au moins 1,20 m au-dessus de la ligne d'eau, conçue délibérément pour rendre les piranhas visibles aux invités. Mais là, contre la paroi gauche, près du petit bain, elle la vit. La grillée de filtration, une ouverture carrée d'environ 60 cm, recouverte d'un treillis métallique, où le système de circulation aspirait l'eau pour la filtrer et la chlorer. Elle avait vu la salle des machines lors de sa première semaine ici. Isidore lui avait fait visiter la propriété exhibant ses jouets comme un enfant. Cette piscine a un système ultramoderne, s'était-il vanté. Je peux créer des courants, des vagues, même un effet de tourbillon si je veux. Ça m'a coûté 3 millions à installer, mais ça vaut largement les réactions que j'obtiens. Le panneau de contrôle se trouvait dans une pièce attenante à la terrasse avec commandes électroniques, arrêt d'urgence, inversion de courant. Si elle pouvait atteindre cette grille, si elle pouvait se hisser jusqu'au bord, près de la salle des machines, si elle pouvait entrer et accéder aux commandes. Un plan commença à se former. Désespéré et dangereux, mais possible. D'abord, elle devait respirer. Céleste se mit à bouger lentement, délibérément. Pas d'éclaboussure, pas de battement rapide. Elle utilisa ses bras pour se tirer dans l'eau, avec de longues coulées fluides, celles qu'elle avait apprises en natation de compétition, efficace et contrôlée, minimisant la perturbation. Les piranhas la suivirent, mais n'attaquèrent pas. Ils restèrent dans leur cercle lâche, observant, attendant qu'elle panique. Elle se dirigea vers la surface, toujours avec cette lenteur atroce. Sa vision commençait à se resserrer. Son corps hurlait après l'oxygène. Encore quelques centimètres. Encore un peu. Sa tête émergea enfin. Elle inspira l'air s'engouffrant dans ses poumons, en feu tentant de garder l'inspiration silencieuse et maîtrisée, alors que chaque cellule de son corps voulait halter tous ses hurlés. « Elle est vivante !» cria quelqu'un depuis la terrasse. « Pas pour longtemps !» répondit Isidore, jubilatoire et cruel. « Regardez bien. » Quelque chose éclaboussa l'eau près de sa tête. Puis un autre objet. Isidore jetait des glaçons provenant d'un verre créant des perturbations dans l'eau, essayant d'exciter les piranhas.
Allez, bande de poissons inutiles, hurla-t-il. Montrez que vous servez à quelque chose. Céleste replongea les glaçons coulants devant elle. Les piranhas s'éparpillèrent brièvement face aux nouvelles turbulences, puis se regroupèrent. Ils devenaient plus agités à présent, plus agressifs. L'un fonça si près qu'elle put voir les dents individuelles dans sa gueule ouverte. Elle se laissa glisser plus bas dans l'eau, se dirigeant vers la grille de filtration. Elle était à environ 6 mètres. Elle pouvait y arriver. Elle devait y arriver. Ses doigts frôlèrent la grille métallique, recouvrant l'ouverture. Derrière elle sentit la faible force d'aspiration du système de filtration. Pas assez puissante pour l'attirer, mais suffisante pour être perceptible. La grille était fixée par 4 vis au coin. Impossible de l'enlever sans outil, mais si elle pouvait s'y accrocher sans servir comme point d'ancrage, peut-être pourrait-elle attendre que l'agressivité des piranhas retombe, qu'ils perdent intérêt. Au-dessus d'elle, l'eau bouillonna lorsque de nouveaux objets frappèrent de la surface. Isidore jetait tout ce qu'il pouvait attraper, essayant de créer une frénésie alimentaire. Bouteilles de champagne, assiettes, une chaussure. Les piranhas devenaient fous, bondissant dans toutes les directions, claquant des mâchoires sur les objets en chute. L'un passa à quelques centimètres de la jambe de Céleste. Elle se plaqua contre le mur, essayant de se rendre la plus petite possible, lorsqu'elle le sentit une douleur vive et brûlante sur son avant-bras. Elle baissa les yeux et vit le piranha accroché à sa peau, ses dents plantées dans sa chair. Il se tortilla une fois deux, puis relâcha emportant un morceau d'aile avec lui. Le sang se répandit dans l'eau comme une fleur cramoisie, s'étendant, se dispersant, portant son message à chaque molécule de la piscine. Proie. Proie blessée. Proie vulnérable. Les autres piranhas cessèrent de tourner, cessèrent de se déplacer au hasard. Ils se retournèrent tous comme guidés par une seule pensée et se dirigèrent vers Céleste. Leurs gueules s'ouvrirent. Les piranhas nagèrent vers elle, en une vague argentée mâchoire s'ouvrant et se refermant 30 ensembles de dents, convergeant vers le sang qui s'échappait de son bras. Céleste avait peut-être 3 secondes avant qu'il ne l'atteigne. Sa main vola vers son pied, ses doigts tâtonnant les lacets de sa chaussure noire de travail. L'eau rendait tout glissant, maladroit. Ses poumons hurlaient encore son bras, pulsaient là où le piranha l'avait mordu. 1 seconde, 2 secondes, la chaussure se libéra. Céleste pivota et lança la chaussure de toutes ses forces vers le fond de la piscine, vers le grand bain, où les parois vitrées étaient les plus épaisses. La chaussure tourbillonna dans l'eau, créant des turbulences, des mouvements exactement le type d'agitation erratique qui déclenchait les instincts de prédation des piranhas. L'effet fut immédiat. Le banc de piranhas dévia d'un seul mouvement, abandonnant leur approche vers Céleste pour foncer après la chaussure. Ils la frappèrent dans une frénésie dents, éclatant corps, s'enroulant les uns contre les autres, en déchirant le cuir et le tissu. Céleste ne resta pas pour regarder. Elle donna un coup de pied puissant vers le petit bain, ignorant la douleur à son bras, ignorant la brûlure dans ses poumons, ignorant tout sauf la nécessité absolue de bouger maintenant, tant que les piranhas étaient distraits. Ses mouvements étaient fluides et puissants, la mémoire musculaire de ses années de natation de compétition prenant le relais. 3 mètres. 4. 6. Le petit bain était proche maintenant, là où la profondeur descendait à environ 20 mètres, là où le bord de la piscine était le plus bas, là où elle pourrait peut-être se hisser hors de l'eau. Derrière elle, les piranhas avaient terminé avec la chaussure et se retournèrent cherchant la source du sang qui parfumait encore l'eau. La tête de Céleste émergea à nouveau. Elle inspira brusquement ses mains, se tendant vers le rebord de la piscine, ses doigts raclant le carrelage lisse. Si proche. Encore quelques centimètres, et elle pourrait se hisser, s'éloigner des dents de l'eau et de la mort qu'Isidore avait planifiées pour elle. Ses doigts trouvèrent enfin prise sur le rebord. Puis une ombre tomba sur elle, bloquant la lumière. Isidore Varon se tenait au-dessus d'elle, son costume en lin blanc éclaboussé de champagne renversé dans le chaos.
Son visage était déformé par la rage, toute prétention de civilité arrachée. C'était le vrai Isidore, le monstre sous les vêtements luxueux et le sourire étudié. « Non », dit-il simplement. Son pied s'abattit sur les doigts de Céleste. La douleur fut instantanée aveuglante. Céleste hurla des bulles éclatant de sa bouche, alors que sa prise lâchait et qu'elle glissait de nouveau dans l'eau. Au-dessus d'elle, Isidore enfonça son talon plus fort, écrasant ses jointures contre le rebord carrelé. « Tu ne survivras pas à ça », siffla-t-il sa voix suffisamment basse pour que seule elle l'entende, malgré les cris des invités. « Tu crois être maligne. Tu crois pouvoir me voler, m'espionner, me ruiner, puis simplement t'enfuir à la nage. Non, tu meurs ici ce soir devant tout le monde. Et ça va passer pour un tragique accident. » Il retira son pied et donna un coup brutal contre sa main, la faisant basculer en arrière dans l'eau. Céleste s'enfonça à nouveau désorientée. Sa main blessée totalement inutilisable, le sang jaillissant de ses jointures déchirées s'ajoutant à celui de son bras. Les piranhas tournaient plus près, attirés par le sang frais, leur prudence totalement abandonnée. Sur la terrasse, c'était le chaos. « Quelqu'un appelle la police !» hurla une voix de femme. « C'est un meurtre. Il est en train de la tuer. Filmez tout. Prenez tout. » Mais d'autres riaient, acclamaient, traitant cela comme un spectacle. Un homme portant une montre hors de prix encourageait Isidore en criant. Un groupe près du bar avait commencé à faire de nouveaux paris, et partout les téléphones filmaient capturant chaque seconde du combat désespéré de Céleste. Une femme plus jeune que les autres, peut-être dans la trentaine, sortit son téléphone et commença à composer un numéro. « J'appelle les secours », annonça la femme, la voix tremblante. « Ça va trop loin. » 2 agents de sécurité d'Isidore apparurent aussitôt à ses côtés. L'un saisit son téléphone dans sa main, tandis que l'autre sourit poliment et dit « Je crains que M. Varon ne souhaite pas être dérangé pendant sa réception. Nous allons devoir vous demander de partir. Mais il est en train de la tuer. C'est l'employé de M. Varon, sa propriété, sa piscine, ses affaires. » Le sourire du garde ne vacilla pas. « Maintenant, vous pouvez partir calmement ou nous pouvons vous raccompagner dehors. À vous de choisir. » La femme regarda autour d'elle, cherchant du soutien, quelqu'un qui oserait dire que tout cela était mal. Mais la plupart détournèrent le regard. Ils savaient ce qui arrivait à ceux qui défiaient Isidore Varon. Leur fortune, leur réputation, leur carrière pouvaient disparaître en un seul coup de fil venant de lui. La femme partit, jetant un dernier regard horrifié vers la piscine où Céleste luttait pour rester en vie. Isidore saisit une bouteille de champagne sur le plateau d'un serveur de passage. Il la lança dans la piscine, le verre éclatant en touchant l'eau, en voyant des éclats des bulles et une nouvelle perturbation dans le bleu. « Allez !» hurla-t-il au piranha. « Je vous nourris, pourquoi tuez là ?» Il attrapa d'autres objets. Assiette, verre, le sac à main de quelqu'un. Tout fut jeté dans la piscine, créant un chaos total, excitant les poissons, faisant bouillonner l'eau de confusion et d'agressivité. Céleste évita une assiette qui descendait de la céramique passant à quelques centimètres de sa tête. Un autre piranha fonça et lui pinça la jambe. Elle le repoussa d'un coup, mais 2 autres prirent sa place. Il grouillait maintenant. La frénésie qu'Isidore essayait de provoquer prenait enfin. Elle devait sortir. Elle devait atteindre la salle des machines. Elle devait changer le courant, créer une diversion. N'importe quoi qui lui donnerait une chance. Mais Isidore se tenait, au bord bloquant sa seule échappatoire, lançant des objets riants comme si c'était la meilleure soirée de sa vie. Et en le regardant à cet instant, Céleste se rappela exactement pourquoi elle avait accepté ce travail, pourquoi elle avait enduré 6 mois de sa cruauté, pourquoi elle avait risqué toute sa vie pour l'exposer. Tout avait commencé 9 mois plus tôt, lorsqu'elle avait vu le reportage sur le récif. Le sanctuaire marin, à environ 80 km des côtes,
est une zone protégée abritant des tortues marines, menacée des formations coralliennes rares et des dizaines d'espèces introuvables ailleurs sur Terre. Le récif, où Céleste avait réalisé ses recherches de licence, où elle était tombée amoureuse de l'océan, où elle avait rêvé de passer sa carrière. Le récif qui mourait. Les autorités environnementales sont perplexes, disait la présentatrice, tandis que des images de poissons morts et de coraux blanchis remplissaient de l'écran. Des produits chimiques toxiques ont été trouvés dans l'eau, mais leur source reste inconnue. Les dommages pourraient être irréversibles. Céleste était restée figée devant l'écran, les larmes coulant sur son visage regardant tout ce qu'elle aimait être détruit. Elle avait passé des semaines à enquêter, suivant les traces administratives, reliant les éléments que les autorités avaient manqués ou avaient été payés pour ignorer. Toutes les pistes menaient à Veron Industries. La société immobilière d'Isidore ne construisait pas seulement des hôtels de luxe et des résidences. Elle exploitait aussi une installation de traitement chimique qui desservait ses chantiers. Et cette installation déversait illégalement des déchets industriels depuis des années, économisant des millions d'euros en coûts de traitement en relâchant simplement des toxines dans l'océan la nuit. Ces déchets voyageaient avec les courants jusqu'au sanctuaire marin. Céleste avait rassemblé tout ce qu'elle pouvait à partir des archives publiques, mais ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de documents. Internes d'emails de registres de déversement. Elle avait besoin de preuves qui tiendraient devant un tribunal qui ne pourraient pas être enterrées ou manipulées par les avocats d'Isidore. Alors elle avait fait quelque chose de fou. Elle avait postulé pour être sa femme de chambre. L'ironie ne lui échappait pas à l'étudiante boursière qui avait étudié la biologie marine, qui avait écrit des mémoires sur le comportement des prédateurs et la conservation des écosystèmes, en train de nettoyer des toilettes et servir des verres pour l'homme qui tuait l'océan qu'elle aimait. Mais cela avait fonctionné. Elle avait accès à son bureau. Elle avait tout photographié, les plannings de déversement nocturnes, les paiements vers des inspecteurs corrompus, les emails discutant de la manière d'éviter les réglementations environnementales, les mémos internes expliquant que les amendes légales coûtaient moins cher que le traitement adéquat. Elle avait envoyé le tout anonymement à 3 organisations environnementales 2 semaines plus tôt, avec instructions pour coordonner leur publication pour un impact maximal. Mais Isidore l'avait découverte. Elle ne savait toujours pas comment caméra cachée, informateur, elle n'en avait aucune idée. Mais hier matin, il l'avait appelée dans son bureau, avec ce sourire tranchant, et avait dit « Je sais ce que tu as fait, Céleste, et tu vas le payer. » Elle avait cru qu'il parlait de la renvoyer, peut-être de la faire arrêter, sur de fausses accusations encore une fois. Elle ne s'attendait pas à ça. Un meurtre diffusé en direct comme divertissement déguisé en tragique accident lors d'une soirée. Un piranha planta ses dents dans son mollet. Céleste hurla le son sortant en bulle et donna un coup de pied frénétique. Un autre l'attrapa à l'épaule, puis un autre sur le côté. Ils étaient partout maintenant, la frénésie pleinement déclenchée, leurs dents la trouvant encore et encore. Petites morsures, attaques rapides, mais ils étaient si nombreux. La vision de Céleste commença à se troubler. Le sang obscurcissait l'eau autour d'elle. Ses mouvements devenaient lents, affaiblis par la perte de sang, le manque d'oxygène, l'épuisement. Elle allait mourir ici. Isidore allait gagner. Non. Le mot se forma dans son esprit avec une clarté parfaite. Elle n'avait pas survécu à la perte de tout, n'avait pas enduré 6 mois d'abus, n'avait pas combattu aussi fort pour mourir dans la piscine trophée d'Isidore Varon. Elle remonta une dernière fois haletante, ses yeux se verrouillant sur le visage d'Isidore. Il souriait convaincu d'avoir gagné croyant sa mort inévitable. Céleste saisit le rebord avec sa main valide, ses doigts trouvant une prise. Isidore s'avança pour la repousser encore soulevant son pied. Mais cette fois, Céleste était prête. Sa main blessée en sang presque inutilisable jaillit et attrapa sa cheville. Elle tira de toutes ses forces, avec toute la rage, le désespoir et le refus de mourir qui brûlaient dans sa poitrine. Les yeux d'Isidore s'écarquillèrent, ses bras moulinèrent tentant de retrouver son équilibre.
Sa bouche s'ouvrit de surprise. Puis il tomba. La gerbe d'eau fut énorme, éclaboussant toute la terrasse. Les invités hurlèrent. Les téléphones filmèrent tout. Et Isidore Varon, magnat milliardaire de l'immobilier haute sadique, de soirées meurtriers d'océans et de vies humaines, plongea dans sa propre piscine infestée de piranhas. Ses bras moulinèrent frénétiquement, alors qu'il vacillait au bord la moitié de son corps, déjà suspendu au-dessus de lui. Pendant une fraction de seconde figée, il resta là suspendu entre la terrasse de la piscine et le piège mortel qu'il avait lui-même créé. Ses yeux croisèrent ceux de Céleste, grands ouverts, emplis d'une compréhension soudaine et d'une peur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Puis sa main jaillit agrippant le rebord de la piscine avec une force désespérée. Ses chaussures hors de prix raclèrent le carrelage, trouvant un point d'appui. Il se hissa en arrière, s'écrasant sur la terrasse, son costume en lin blanc détrempé et sa poitrine haletante. « Sale garce !» siffla-t-il regardant Céleste avec une haine pure. « T'es morte, morte. » Mais tandis qu'Isidore reprenait son souffle, tandis que les invités hurlaient, filmaient, tentaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Céleste bougeait déjà. Elle se hissa de l'autre côté de la piscine, à l'opposé d'Isidore, utilisant les dernières réserves de sa force. Ses bras tremblaient. Ses jambes tenaient à peine. Le sang coulait de son bras, de sa main, de sa jambe, de son épaule, traçant des lignes rouges sur le carrelage blanc, mais elle était sortie, hors de l'eau, hors de portée des piranhas, qui tourbillonnaient encore, en bas désorientés par toutes les perturbations. « Arrêtez-la !» hurla Isidore pointant Céleste du doigt, alors qu'elle se relevait en titubant. « Sécurité! Attrapez-la, maintenant! » Deux agents de sécurité en costume noir émergèrent de la foule avançant vers Céleste, avec une efficacité professionnelle. C'étaient deux hommes imposants, entraînés, persuadés qu'une femme blessée ne poserait aucun problème. Ils ignoraient que Céleste avait fui toute sa vie la pauvreté, les huissiers le deuil. Elle savait courir, même quand son corps se brisait. Elle s'élança sur la terrasse, ses pieds, nu claquant sur le carrelage, sa seule chaussure restante, abandonnée dans l'eau où grondaient les piranhas. Les gardes la poursuivirent, leurs chaussures vernies claquant derrière elle. « Attrapez-la !» Isidore était debout, maintenant trempé ses cheveux, soigneusement coiffés, plaqués sur son crâne. Ne la laissez pas quitter la propriété. Mais Céleste ne courait pas vers la sortie. Elle longeait de la piscine, courant vers la petite structure intégrée dans le jardin, près du côté le moins profond. La salle des machines, la même, qu'Isidore lui avait montrée lors de la première visite, vantant fièrement son système de filtration et de courant à 3 millions d'euros. Sa main saisit la poignée de porte. Fermée. Bien sûr qu'elle l'était. Les gardes à 6 mètres, à 4 mètres. Céleste lança son épaule contre la porte. La douleur explosa dans son corps blessé, mais la porte était en bois massif renforcé. Elle ne bougea pas. À 3 mètres. Elle regarda autour d'elle désespérée, sa vision vacillant, et aperçut une pierre décorative bordant un massif de fleurs. Elle l'attrapa, sentit son poids et l'abattit sur la poignée. 1 fois. 2 fois. Le métal se plia. Les gardes étaient presque sur elle. 3e coup. La poignée céda le mécanisme, se brisa. Céleste se jeta à l'intérieur, juste au moment où le premier garde tendait la main pour l'attraper. Elle claqua la porte et se jeta contre ses pieds, glissant sur le sol en béton, alors que les gardes la percutaient de l'autre côté. Il fallait quelque chose pour bloquer la porte. Ses yeux habitués à l'obscurité distinguèrent le faible éclat des panneaux électroniques et la lumière d'une petite fenêtre, contre un mur des étagères métalliques, remplis de produits chimiques, pour piscine de matériel d'entretien, de pièces de rechange. Les gardes frappèrent de nouveau plus fort. La porte s'ouvrit de 15 centimètres avant que Céleste ne la repousse. Elle saisit l'étagère la plus proche et tira.
Elle bascula dans un fracas métallique, répandant des bidons de chlore et de correcteurs de pH sur le sol. Elle la traîna devant la porte juste au moment où les gardes la frappaient à nouveau. L'étagère se coinça contre la porte, la maintenant fermée. Pas pour longtemps, mais assez longtemps peut-être. Céleste se retourna vers le panneau de contrôle, couvrant tout le mur. Un écran électronique géant affichait la température de l'eau, le pH, l'état de la filtration et surtout le système de courant. « Ouvrez cette porte !» hurla un garde à travers le bois. « Ouvrez immédiatement, ou nous sommes autorisés à employer la force. » Céleste les ignora. Ses doigts ensanglantés glissaient sur l'écran tactile, parcourant des menus qu'elle n'avait aperçus qu'une seule fois. Courant direction du flux intensité. Dehors, elle entendait Isidore hurler. « Défoncez-la! Je me fiche de comment entrer! » Les gardes frappèrent encore. L'étagère recula de quelques centimètres. Le cœur de Céleste battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. 2 options apparurent: drainage et inversion de flux. Le drainage viderait la piscine vers les réservoirs de recyclage de la propriété. Fonction d'urgence en cas de contamination. Temps estimé 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes qu'elle n'avait pas. 20 minutes durant lesquelles Isidore défoncerait la porte, ses gardes l'attraperaient et elle disparaîtrait comme tous ceux qui l'avaient défiée. Mais inversion de flux. Elle appuya. Les spécifications s'affichèrent. Le système pouvait créer des vagues artificielles, générer des courants résistants pour l'entraînement et à puissance maximale, créer un effet de tourbillon capable de simuler un courant de Bain. Une alerte apparut. Attention, l'inversion de flux maximale est déconseillée en présence de baigneurs. Risque de noyade et de blessure. Le doigt de Céleste resta suspendu au-dessus du bouton d'activation. La porte vibra. L'étagère recula encore. Les gardes gagnaient du terrain. Et dehors, au-delà de la salle, elle entendit Isidore ameuter ses invités. « Elle essaie de détruire ma propriété. C'est une intrusion criminelle. Quand on l'aura sortie, je veux que vous témoigniez tous qu'elle m'a agressé, que tout cela était de la légitime défense. » Les invités murmurèrent leur accord. Bien sûr qu'ils le faisaient. Ils diraient exactement l'histoire qu'Isidore voulait entendre. Il l'avait toujours fait. Céleste regarda à l'écran l'avertissement, le choix qui s'offrait à elle, et elle se souvint de Sarah. Sarah Chen avait été sa colocataire à l'université avant que tout ne s'effondre. Sa meilleure amie, celle qui l'avait convaincue de poursuivre la biologie marine alors qu'elle avait trop peur de rêver aussi grand. Elles étaient parties ensemble à la plage pendant les vacances de printemps de leur 2e année. Juste toutes les deux célébrant la fin des partiels, nageant dans l'océan qu'elles aimaient tant. Le courant de Bain avait happé Sarah à une dizaine de mètres du rivage. Céleste était plus haut sur la plage. Elle ne l'avait pas vu se produire. Quand elle réalisa que Sarah était en difficulté, son amie était déjà tirée vers le large, se débattant paniquant, luttant contre le courant de la pire façon possible. « Nage parallèle au rivage !» hurla Céleste en courant dans l'eau. « C'est ça, ne lutte pas contre le courant parallèle. » Mais Sarah ne l'avait pas entendue ou pas comprise, ou avait été trop terrifiée pour réfléchir. Elle avait continué à nager droit vers le rivage, s'épuisant combattant le courant, jusqu'à ce qu'elle coule et ne remonte jamais. La garde côtière retrouva son corps 2 jours plus tard. Céleste passa l'année suivante à étudier les bains obsessionnellement, comment elles se forment, comment elles se comportent, comment y survivre. Elle écrivit des travaux sur les courants marins, sur la physique de l'eau, lorsqu'elle est forcée de circuler à contresens. Elle s'était faite experte dans la chose qui avait tué sa meilleure amie, comme si la connaissance pouvait compenser la perte. Elle avait appris qu'une masse d'os, forcée à inverser son flux, devenait violente, imprévisible. Elle devenait une arme. La porte vibra de nouveau. Le bois craqua. Les gardes étaient presque à l'intérieur. Céleste appuya sur le bouton d'activation.
Puis elle saisit la poignée de libération d'urgence de la petite fenêtre installée pour la sécurité incendie et la tira. L'air frais s'engouffra. Derrière elle, le panneau de contrôle se mit à bourdonner. Inversion du flux en cours annonça la voie électronique. Montée en puissance. Temps estimé avant capacité maximale 30 secondes. Céleste se hissa par la fenêtre, retombant dans le massif de fleurs à l'extérieur. Ses jambes manquèrent de céder lorsqu'elle toucha le sol. Mais elle se força à rester debout, à avancer, à rejoindre un point où elle pourrait voir la piscine. L'eau commençait déjà à tourbillonner. Isidore se tenait au bord d'eau à la piscine, dirigeant son équipe de sécurité. « Oubliez la porte. Faites le tour, attrapez-la par l'extérieur. » Il ne remarqua pas le changement derrière lui, ne sentit pas l'air bouger, alors que des milliers de litres d'eau commençaient à circuler dans la mauvaise direction. Les piranhas, eux, le sentirent. Ils tournaient en cercle confus, pris dans le courant grandissant, incapables de lutter contre le flux. Inversion du flux à 50% de capacité annonça la voix électronique audible à travers la porte brisée. Attention, formation de tourbillon détecté. Isidore se retourna enfin, sentant que quelque chose n'allait pas. Il regarda la piscine et son visage devint livide. L'eau tournait à présent, formant un creux visible au centre, un vortex aspirant tout vers lui. Les piranhas étaient pris dans le courant, leurs corps argentés, se retournant comme des feuilles dans un ouragan. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla Isidore en cherchant Céleste du regard. Elle se tenait de l'autre côté de la piscine, dégoulinante de sang et d'os, son uniforme déchiré, son corps couvert de morsures. Mais elle se tenait debout, vivante, indomptable. « J'ai appris de l'océan, » dit-elle, sa voix portée par l'eau qui grondait. « Il est plus fort que toi, plus fort que ton argent, plus fort que ta cruauté. Arrête ça !» hurla Isidore se précipitant vers la salle des machines. Mais la porte était toujours bloquée, les gardes tentant de la dégager de l'intérieur. Inversion du flux à 75% de capacité annonça la voie électronique. Attention, tourbillon maximal imminent. L'eau était devenue un cauchemar liquide. Les vagues débordaient, inondant la terrasse. Des invités crièrent et reculèrent. D'autres continuaient de filmer leur téléphone levé haut. Isidore atteignit la porte et tenta d'arracher les débris à main nue. Éteignez ça, quelqu'un éteignait ça. Mais les gardes ne pouvaient pas sortir, et Isidore ne pouvait pas entrer. Et l'eau continuait d'accélérer. Inversion du flux à 100% de capacité. Le tourbillon est entièrement formé. La piscine était une machine à laver géante. L'eau tourbillonnait avec une violence telle qu'elle semblait bouillir. Les piranhas étaient totalement impuissants, projetés dans tous les sens, incapables de nager ou de chasser. Isidore abandonna la porte et courut vers la maison principale, vers le tableau électrique, capable de couper le système entier. Il n'y arriva jamais. Sa chaussure glissa sur une flaque d'eau répandue sur la terrasse. Son pied dérapa. Ses bras moulinèrent encore exactement comme plus tôt, sauf que cette fois, il n'y avait rien à attraper. Isidore Varon tomba en arrière dans sa propre piscine à Piranhas. Dans une eau tourbillonnante assez puissante pour noyer un homme en quelques secondes, dans le piège mortel qu'il avait construit, dans la justice qu'il avait fui toute sa vie. La gerbe d'eau fut gigantesque, les hurlements encore plus, et Céleste Moore debout dans son uniforme déchiré, le sang coulant de ses bras, regarda l'homme qui avait tenté de la tuer disparaître sous la surface violente de sa propre cruauté. Isidore refit surface dans un cri qui se transforma en hurlement. Le tourbillon l'emportait, le tirant dans une large spirale vers le centre de la piscine, là où le courant était le plus fort, où l'eau semblait vouloir avaler le monde. Il battait des jambes frénétiquement, ses bras fouettant l'air, et l'eau essayant de nager contre le flux.
Mais le courant était trop puissant, trop implacable. Il le traînait autour du bassin, comme un jouet pris dans un siphon, le faisant tourner plus vite à chaque passage, et partout autour de lui, ballottés dans la même eau brutale, tournaient les piranhas. « Aidez-moi !» hurla Isidore, sa voix traversant la fête, réduisant au silence la musique et les conversations. « Aidez-moi !» Les invités, qui riaient quelques minutes auparavant, se ruèrent au bord de la piscine horrifiés. Ce n'était plus un spectacle. C'était un homme en train de se noyer devant eux dans sa propre piscine, à sa propre fête. « Sortez-le de là !» cria quelqu'un. « Faites quelque chose !» cria quelqu'un. Les agents de sécurité accoururent au bord de la piscine, ne poursuivant plus. Céleste, leur attention entièrement fixée sur leur employeur qui se débattait dans l'eau. L'un attrapa une bouée gonflable sur une chaise longue et la lança vers Isidore. La bouée toucha l'eau et fut immédiatement aspirée dans le tourbillon tourbillonnant hors d'atteinte, avant qu'Isidore ne puisse l'atteindre. Un autre agent lança une bouée de sauvetage. Même destin, emporté par le courant inutile. « Le courant est trop fort !» hurla l'un des gardes. « On ne peut rien lui envoyer. » Isidore était entraîné de plus en plus au centre. Sa tête plongeait, remontait, replongeait. Son costume en lin blanc, qui valait des milliers d'euros, lui collait au corps, l'alourdissant. Ses cheveux gominés étaient plaqués sur son visage. Sa peau hâlée était devenue livide de terreur. La porte de la salle des machines céda enfin les gardes ayant repoussé l'étagère tombée. Mais au lieu de Céleste, ils trouvèrent une pièce vide, avec une fenêtre ouverte. « Elle est partie !» cria l'un. « On s'en fout !» hurla quelqu'un sur la terrasse. « Sauvez-le !» Mais Céleste n'était pas partie. Elle apparut en contournant le bâtiment technique, marchant lentement vers la piscine. Son uniforme déchiré dégoulinait de sang et d'œufs. Ses pieds nus laissaient des empreintes rouges sur le carrelage blanc. Son visage était un masque de calme, un calme plus terrifiant que n'importe quelle colère. La foule s'écarta devant elle. Personne ne tenta de l'arrêter. Personne ne lui parla. Ils regardèrent simplement hypnotisés alors qu'elle s'approchait du bord où Isidore se noyait. Isidore la vit à travers l'eau, en furie, à travers sa panique, à travers tout. Il la vit debout vivante, hors de danger. Il tendit la main vers elle, sa paume, émergeant une seconde, avant que le courant ne le replonge sous la surface. Quand il remonta, il était plus proche du centre tournoyant plus vite. « Céleste !» Sa voix était rauque brisée. « Aide-moi, s'il te plaît. » Elle resta debout silencieuse. « Je suis désolé, » hurla-t-il avalant de l'océan s'étranglant. « Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je réparerai tout. Je te donnerai tout ce que tu veux. » Les invités criaient aussi maintenant. À elle entre eux au ciel, incapables de supporter l'idée d'être témoins d'un vrai châtiment. « Tu dois le sauver. Ne reste pas là. C'est du meurtre, tu le tues. » Une femme couverte de diamants attrapa le bras de Céleste. « Je vous en prie, arrêtez ça. Peu importe ce qu'il vous a fait, ce n'est pas la solution. Vous irez en prison. » Céleste regarda la main de la femme sur son bras, puis leva les yeux vers son visage. « Il m'a poussé dans cette piscine pour me tuer. Vous avez tous regardé. Certains ont filmé. Certains ont ri. » La femme retira sa main honteuse. Isidore plongea de nouveau. Cette fois, il resta sous l'eau longtemps. 5 secondes, 10, 4. Quand il remonta, il haletait, suffoquait, incapable de garder la tête hors de l'eau. Puis l'un des piranhas emportés dans le courant heurta sa jambe. Ses dents trouvèrent la chair par instinct. Il mordit, se cramponna jusqu'à ce que le courant l'arrache. Le hurlement d'Isidore fut primitif animal, d'une douleur si brute que plusieurs invités se couvrirent les oreilles. Le sang se répandit se mêlant à l'écume blanche du tourbillon. « Arrête ça !» La voix d'Isidore était méconnaissable, aiguë, brisée par la terreur. « Céleste, je t'en supplie.
Arrête. Elle le regardait, et son esprit se remplit soudain des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer pendant 6 mois. Son premier jour au domaine Varon. Isidore lui faisant visiter les lieux, exhibant sa richesse, puis s'arrêtant devant elle pour dire « Tu viens du bas de l'échelle, ça se voit. Moi, ça ne me dérange pas, je suis très ouvert. Mais certains de mes invités ne sont pas habitués à ce genre de milieu. Alors évite de trop te montrer pendant les réceptions, d'accord, tu comprends. » Ce n'avait pas été une question. La fois où il lui avait demandé, en plaisantant, si elle devait prévenir un officier de probation avant de faire des heures supplémentaires. Elle n'avait jamais eu affaire à la justice avant la fausse accusation d'effraction. Le matin où il avait renversé exprès son café et l'avait forcé à nettoyer à genoux devant ses associés qui ricanaient. Les autres employés partis avant elle. La cousine de Sarah Chen qui avait quitté après 2 mois sans jamais dire pourquoi. La vieille femme qui avait démissionné soudainement, puis dont la famille avait signalé la disparition, une enquête classée sans suite. Le jeune homme qui avait dénoncé des violations de sécurité et avait été miraculeusement expulsé du pays pour des accusations d'immigration que tout le monde savait fabriquer. Un schéma de cruauté qui s'étendait sur des années, peut-être des décennies, des vies détruites, des gens réduits au silence, des disparus. Tout cela parce qu'Isidore Varon pouvait faire ce qu'il voulait, à qui il voulait, et personne n'osait l'arrêter. L'océan mourait à cause de lui. Le récif qu'elle aimait avait été empoisonné par ses déchets. Des espèces protégées disparaissaient parce que traiter correctement les produits toxiques coûtait trop cher. Et que le profit d'Isidore valait plus que la vie. Un autre piranha heurta Isidore, puis un autre. Ils ne le chassaient pas, ils étaient désorientés, terrifiés. Mais lorsqu'il percutait son corps, l'instinct prenait le relais. Mordre, relâcher, mordre encore. Isidore hurlait sans arrêt, maintenant un son presque inhumain, presque inhumain. Coupez ça, par pitié, coupez ça. Alors Céleste bougea. Elle marcha au bord de la piscine vers la fenêtre d'observation étanche qui donnait directement sur le panneau de contrôle. Un poste de sécurité permettant de surveiller ou arrêter le système sans entrer dans la salle des machines. Elle voyait le gros bouton rouge d'arrêt d'urgence. Un seul appui et le courant s'arrêterait. L'eau se calmerait. Isidore pourrait être sorti de la soigner. Et sans doute survivre. Les invités virent où elle allait. Et un murmure de soulagement parcourut le groupe. Bien sûr qu'elle allait le sauver. Bien sûr, c'était ce que les gens bien faisaient. Elle était l'héroïne, la victime, la bonne personne de cette histoire. Céleste atteignit le panneau de contrôle. Sa main hésita au-dessus du bouton d'arrêt d'urgence. Isidore le vit aussi. L'espoir embrasa son visage, même lorsqu'un autre piranha mordit son épaule. « Oui, oui. Appuie, arrête ça, je vais avouer. » hurla-t-il les mots jaillissant dans un désespoir brut. Tout, les rejets toxiques, les pots de vin, les paiements aux fonctionnaires, tout. Je remettrai tous mes dossiers, je témoignerai contre tous les complices. Juste, arrête ça. Les invités poussèrent des exclamations horrifiées. Des téléphones qui s'étaient abaissés se relevèrent aussitôt. La confession d'Isidore, criée dans la terreur pure, était enregistrée sur des dizaines d'appareils. J'ai détruit le récif. Continua-t-il, ne réalisant plus ou s'en fichant de ce qu'il disait. Je savais ce que les produits chimiques feraient. Je savais que c'était protégé. Je m'en fichais. C'était de moins cher. C'est toujours l'argent qui compte. Sa voix se brisa. J'ai fait du mal à des gens. J'en ai fait disparaître. Je possède des juges, des policiers, des politiciens. Je peux te donner tous leurs noms. Tous les fonctionnaires corrompus que j'ai payés. Juste, sauve-moi s'il te plaît. Le doigt de Céleste touchait maintenant le bouton. Un simple appui. C'était tout ce qu'il fallait. Elle regarda Isidore, l'homme qui avait tenté de la tuer, qui avait tué l'océan, qui avait brisé des vies sans jamais répondre de rien.
L'homme qui maintenant implorait une miséricorde qu'il n'avait jamais accordée à personne, et dont la confession venait d'être enregistrée par plus de 200 téléphones, prête à exploser sur Internet dans quelques minutes. Autour d'elle, les invités retenaient leur souffle. Certains priaient, d'autres pleuraient. Tous attendaient son choix. Serait-elle le monstre qu'Isidore voulait faire d'elle? Ou serait-elle meilleure? Céleste appuya sur le bouton d'arrêt d'urgence et rien ne se produisit. Elle appuya encore. Toujours rien. L'écran clignota affichant un message d'erreur. Système verrouillé. Réinitialisation manuelle requise au panneau principal. Le bouton extérieur n'était qu'un contrôle de surveillance. Les commandes réelles étaient encore dans la salle des machines. Il n'y avait aucun moyen d'arrêter le système depuis ici. Isidore vit la confusion sur son visage, la vit appuyer encore et comprit. Non, 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 non. Va à la salle des machines. Tu dois tout couper manuellement. Céleste regarda la porte de la salle des machines à 15 mètres de là. Regarda Isidore inexorablement aspirer vers le centre du tourbillon. Regarda son propre corps blessé, le sang coulant encore l'épuisement qui faisait trembler ses mains. Elle pouvait y arriver. Probablement. Mais cela prendrait 30 secondes au minimum. Peut-être plus. Isidore n'avait pas 30 secondes. Elle regarda l'homme, regarda son choix, regarda la frontière entre justice et vengeance, et elle prit sa décision. Céleste courut. Ses jambes, blessées, la portèrent sur la terrasse à travers la foule pétrifiée vers la porte encore ouverte de la salle des machines. Chaque pas envoyait des éclairs de douleur dans son corps, mais elle avança. Elle força. Elle dépassa l'épuisement. Elle dépassa tout, sauf la nécessité d'atteindre ses commandes. 30 secondes. Elle avait 30 secondes, peut-être moins. Elle se précipita dans la salle et frappa la main sur le panneau principal. L'écran affichait toujours l'état du tourbillon, les graphiques du flux d'eau montrant les courants violents. Son doigt ensanglanté trouva l'arrêt d'urgence manuel. Elle appuya. Un instant terrible passa où rien ne répondit. Puis le système commença à se désactiver. Le bourdonnement des pompes diminua. La voix électronique annonça « Arrêt d'urgence engagé ». Inversion du flux interrompu. Dehors, l'eau commença à se calmer. Le tourbillon ralentit. La surface tumultueuse s'aplanit petit à petit. Céleste s'effondra contre le mur. Ses jambes cédèrent enfin. Par la fenêtre, elle vit les gardes courir au bord de la piscine, tendant des perches et des cordes vers le corps flottant d'Isidore. Ils le hissèrent hors de l'eau. Il ne bougeait pas. Un silence lourd tomba sur la fête. Puis Isidore toussa un jet d'eau sortant de sa bouche. Il roula sur le côté haletant, vivant. Les invités éclatèrent en un mélange de soulagement et d'effroi. Isidore était couvert de morsures, son costume blanc déchiré, taché de rouge. Sa jambe portait une plaie profonde. Son épaule saignait, ses mains étaient lacérées. Mais il respirait. Il vivait. Les ambulanciers arrivèrent presque instantanément, se frayant un chemin avec un brancard et du matériel médical. Quelqu'un avait dû appeler le 112 dans le chaos. Derrière eux, des policiers pénétrèrent sur la terrasse, leurs uniformes bleu marine. Leurs visages fermés, découvrant une piscine pleine de piranhas et de sang. Un milliardaire grièvement blessé. 200 témoins. Et une employée domestique blanche en uniforme, déchirée, couverte de plaies debout à la porte de la salle des machines. Un officier s'approcha prudemment. « Madame, j'ai besoin que vous vous éloigniez des commandes et que vous veniez avec moi. » Céleste hocha la tête, trop épuisée pour parler. Elle se laissa guider vers une chaise près des rosiers, loin de la piscine, loin d'Isidore, loin du cauchemar qu'elle venait de traverser. Les ambulanciers traitèrent Isidore, posèrent des pansements, stabilisèrent ses blessures, le chargèrent sur le brancard. Alors qu'ils le transportaient devant Céleste, leurs regards se croisèrent.
Dans ses yeux à lui, il y avait quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu, la peur. La véritable, la pure. Pas la peur de l'eau, pas celle des piranhas. La peur d'elle, de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle représentait. La prise de conscience qu'il n'était pas intouchable. Plus de policiers arrivèrent, officiers, inspecteurs, techniciens de scènes de crime. Ils commencèrent à prendre des dépositions, photographier la piscine, interroger les invités. La fête de luxe d'une heure plus tôt était maintenant une scène criminelle. Et pendant tout ce temps, les téléphones continuaient d'enregistrer, de télécharger, de partager. La première vidéo apparue sur Twitter à 20h47, publiée par un entrepreneur du numérique qui se trouvait près de la piscine lorsque Varon avait poussé Céleste. Vous n'allez pas croire ce qui vient d'arriver à la soirée d'Isidore Varon, disait la légende, suivie de 3 emojis horrifiés. La vidéo montrait tout. Isidore attrapant Céleste. Son discours sur connaître sa place. La poussée. Le choc dans l'eau. Les piranhas. Le rire d'Isidore. Les paris des invités. 10 000 vues en 5 minutes. 100 000 en 20 minutes. 1 million quand l'ambulance quittait déjà le domaine Varon avec Isidore à bord. Une autre personne publia une vidéo plus longue, commençant par le vin renversé et montrant l'escalade de la cruauté d'Isidore, la manière dont il avait écrasé la main de Céleste du pied. Les objets qu'il avait lancés dans la piscine, son absence totale de remords, alors qu'il tentait de la tuer devant tout le monde. Une autre vidéo montrait Céleste se hissant hors de l'eau, courant vers la salle des machines au moment précis où Isidore tombait dans sa propre piscine. Et surtout, quelqu'un avait enregistré la confession d'Isidore, son aveu hurlé au sujet des rejets illégaux, des pots de vin, de la corruption, des personnes qu'il avait fait disparaître. Chaque mot clair comme du cristal, capté par plusieurs téléphones, sous plusieurs angles. À 21 Arquis à Piranha Pool était en tendance sur Twitter. À 21 H30, c'était en tendance mondiale. Les vidéos se répandirent 10 ans partout. TikTok, Instagram, Facebook, Reddit, YouTube. Des millions de personnes regardaient, partageaient, commentaient, horrifiées, révoltées et étrangement satisfaites de voir pour une fois un milliardaire faire face aux conséquences de ses actes. Les médias s'en emparèrent en moins d'1 heure. Les chaînes locales interrompirent leur programme. Le milliardaire Isidore Varon, hospitalisé après un incident dans sa piscine. Puis les chaînes nationales CNN, Fox News, MSNBC, toutes racontant la même histoire avec des angles différents. Fête mortelle chez un milliardaire, une femme lutte pour sa survie. Le magnat de l'immobilier aurait tenté un meurtre pendant sa réception. Des vidéos choquantes montrent l'élite riche regarder une employée poussée dans une piscine infestée de piranhas. À minuit, l'histoire était internationale. BBC, Al Jazeera, les chaînes d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud. Le monde entier suivait le combat de Céleste Moore et la confession publique d'Isidore Varon. Au commissariat, Céleste était assise dans une salle d'interrogatoire, une couverture sur les épaules et des bandages couvrant ses plaies. Les ambulanciers l'avaient soignée sur place avant que la police ne lui demande de venir témoigner. « Vous n'êtes pas en état d'arrestation », avait insisté la détective. « Nous avons simplement besoin de votre déposition. » La détective Lisa Ramos était assise en face d'elle, maintenant un ordinateur portable ouvert montrant l'une des vidéos. Elle l'avait regardée 3 fois, déjà son expression s'assombrissant à chaque visionnage. « Madame Moore, » dit-elle enfin en refermant l'ordinateur. « Je dois vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé ce soir. Mais d'abord, vous avez le droit d'avoir un avocat présent pendant cet entretien. En voulez-vous un? » « Est-ce que je suis accusé de quelque chose? » demanda Céleste, la voix rauque d'avoir hurlé, d'avoir avalé de l'œdéps. Puisement. « Non, » répondit fermement la détective Ramos. Au vu des vidéos, il s'agit clairement de légitime défense. Isidore Varon vous a poussé dans une piscine pleine de piranhas avec l'intention de vous tuer.
Plusieurs témoins confirment qu'il vous empêchait de sortir et tentait d'agiter les poissons pour vous faire attaquer. Ce qui s'est passé ensuite, c'est vous qui défendiez votre vie. Elle marqua une pause. Mais j'ai besoin de votre déclaration officielle. Et j'ai besoin de vous entendre au sujet des accusations qu'il a criées dans la piscine, crimes environnementaux, corruption pote de vin. Céleste inspira difficilement. J'ai des preuves, des documents, des emails, des registres de déversement. Je les ai envoyés à 3 organisations environnementales il y a 2 semaines. J'attendais qu'elles coordonnent la publication, mais... Elle fit un geste vague autour d'elle. Je crois que la publication vient d'avoir lieu. En effet, répondit Ramos presque sèchement. Ces organisations appellent le commissariat en continu depuis 1 heure. Elles sont prêtes à remettre tout ce que vous leur avez envoyé. Elles exigent une enquête complète sur Varon Industries. Elle se pencha en avant. Madame Moore, je suis détective depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup de gens riches échapper à beaucoup d'horreurs. Mais cette fois, non. Les vidéos, vos preuves et sa confession devant caméra. On construit un dossier que ses avocats ne pourront pas enterrer. Des larmes montèrent aux yeux de Céleste pour la première fois de la nuit. Il a essayé de me tuer. Il allait me laisser mourir. Et appeler ça un accident. Je sais, dit doucement Ramos. Et 200 personnes l'ont regardé faire. Tout est filmé. Impossible pour lui de s'en sortir. Le monde entier a vu ce qu'il est. À travers la vitre de la salle, Céleste voyait d'autres détectives s'agiter des téléphones. Sonner des agents courir entre bureaux et ordinateurs. Le commissariat débordait, submergé par l'ampleur des événements. La détective Ramos passa les 2 heures suivantes à prendre la déposition de Céleste. Tout du moment où elle avait été embauchée jusqu'à la chute d'Isidore dans la piscine. Céleste raconta tous les rejets illégaux, les preuves, l'arrestation, montée de toutes pièces, la menace proférée la veille. Quand elles terminèrent, il était passé minuit. Ramos referma son carnet et regarda Céleste avec quelque chose comme de l'admiration. « Vous êtes libre de partir, Madame Moore. Nous aurons besoin de vous à nouveau plus tard pour des entretiens complémentaires, mais pour ce soir, c'est terminé. Vous avez quelqu'un pour venir vous chercher, famille amie. » Céleste secoua la tête. « Je vais appeler un taxi. Permettez-moi de vous raccompagner, » proposa Ramos. « C'est la moindre des choses. » En traversant le commissariat, Céleste vit la télévision dans le hall. Elle était lisse, réglée sur une chaîne d'infos en continu, et son propre visage remplissait l'écran une photo d'elle, au bord de la piscine, détrempée couverte de sang défiant la mort. Le bandeau affichait « Qui est Céleste Moore ?» La femme qui a survécu au piège mortel d'Isidore Varon. La détective Ramos remarqua qu'elle fixait l'écran. « Vous êtes célèbre maintenant. Les vidéos ont été vues plus de 50 millions de fois. Tout le monde ne parle que de vous. » Elles sortirent dans l'air nocturne. Des camions de télévision étaient garés de l'autre côté de la rue. Les journalistes les aperçurent et commencèrent à hurler des questions, les caméras pivotant dans leur direction. « Madame Moore, comment vous sentez-vous après ce qui est arrivé ce soir? Allez-vous porter plainte contre Isidore Varon? Que voulez-vous dire aux millions de personnes qui voient ce qui vous regarde? » La détective Ramos leva la main pour protéger Céleste. Aucun commentaire. Madame Moore ne fera aucune déclaration pour le moment. Elles montèrent dans la voiture et quittèrent le chaos. Céleste posa la tête contre la fenêtre, regardant les lumières de la ville défiler en traînées floues. Quelque part dehors, Isidore Varon était dans un lit d'hôpital, sous surveillance policière, pendant que son empire s'effondrait. Quelque part dehors, des millions de gens regardèrent les vidéos de sa lutte pour survivre, partageant, commentant, faisant d'elle un symbole plus grand qu'elle-même. Mais pour l'instant, elle ne ressentait qu'une chose, la fatigue. Écrasante. Totale. « Madame Ramos », dit la détective Ramos lorsqu'elles arrivèrent devant l'immeuble de Céleste modeste minuscule comparé au domaine où elle avait travaillé. « Oui. »
La détective la regarda avec gravité et chaleur mêlée. « Vous êtes libre de rentrer chez vous. Et, madame... » Elle marqua une pause. « Vous êtes une héroïne. Ce que vous avez fait ce soir, survivre à ça, exposer les crimes de Varon, tenir bon, alors que personne n'osait, ça demande un courage que la plupart des gens n'ont pas. Vous pouvez être fier de vous. » Céleste descendit de la voiture et resta sur le trottoir regardant la détective s'éloigner. Héroïne. Le mot sonnait étrange, mal ajusté. Elle ne se sentait pas héroïque. Elle se sentait comme quelqu'un qui avait survécu de justesse poussée au bord du gouffre, n'ayant plus que le choix de se battre. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers la fenêtre de son appartement, vers cette petite vie qu'elle avait reconstruite après avoir tout perdu, elle pensa au récif qui pourrait être sauvé maintenant que les crimes d'Isidore étaient révélés, à toutes les vies qui pourraient être protégées maintenant que sa corruption était publique, au système qui rendait des hommes comme lui intouchables, se fissurant enfin juste un peu. Peut-être que c'était ça les héros. Pas ceux qui se sentaient courageux. Ceux qui se battaient malgré la peur, malgré l'impossible, malgré le monde qui leur disait qu'ils ne comptaient pas. Céleste rentra chez elle en boitant le corps meurtri, l'esprit épuisé. Mais pour la première fois depuis 6 mois peut-être, depuis des années, elle ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. 48 heures après la fête, le monde d'Isidore Varon s'effondrait. Les agents fédéraux arrivèrent au siège de Varon Industries à 6 heures du matin lundi. 2 douzaines d'entre eux, munis de badges de carton et de mandats de perquisition. Ils balayèrent le bâtiment comme une vague, saisissant ordinateur-dossier. Disques durs tout, les employés venus pour travailler furent refoulés à la porte. Le bureau est fermé jusqu'à nouvel ordre. Rentrez chez vous. Le mandat se basait sur la confession d'Isidore hurlée, en suppliant pour sa vie enregistrée sur 47 téléphones différents et vue par plus de 100 millions de personnes dans le monde. Motif probable que Varon Industries s'est livré à des rejets illégaux de substances dangereuses, corruption de fonctionnaires, fraude et racket. À midi, les enquêteurs fédéraux avaient retrouvé tout ce que Céleste avait découvert, et bien plus encore, des registres de déversement remontant à 15 ans. Des livres de comptes montrant les pots de vin versés à des inspecteurs des élus des responsables environnementaux. Des emails décrivant comment falsifier les rapports de sécurité. Des mémos internes expliquant que les amendes coûtaient moins cher que l'élimination conforme. Les preuves étaient écrasantes, indéniables, accablantes. Le conseil d'administration se réunit en urgence à 14h. Isidore n'y fut pas invité toujours à l'hôpital sous surveillance policière. Mais son absence n'avait aucune importance. Le vote fut unanime. À compter immédiatement, Isidore Varon est démis de toutes ses fonctions au sein de Varon Industries et de ses filiales. Sa participation sera placée sous séquestre en attendant l'issue des procédures pénales et civiles. Le communiqué de presse fut envoyé à 15h. À 15h30, l'action de Varon Industries avait chuté de 40%. À la clôture du marché, 62%. Des milliards évaporés. Les gros clients commencèrent à appeler pour annuler. Le complexe hôtelier Riverside annulé. Les résidences du port annulées. Le resort dans les îles annulé. Nous ne pouvons pas être associés à Varon Industries en ce moment. Les communiqués répétaient tous la même idée. Choqué, indigné, valeurs éthiques. Traduction réelle. Isidore Varon était devenu toxique, un danger, un gouffre. Il fallait couper les ponts, le laisser couler exactement comme il avait tenté de laisser mourir Céleste. À 17h, un huissier arriva à l'hôpital. Isidore était assis regardant les nouvelles de l'effondrement de son empire quand on lui remit les documents, des papiers de divorce. Victoire, sa femme, déposait la demande. Elle voulait la garde exclusive de leurs 2 enfants, 8 et 11 ans. Elle voulait de la maison de campagne, le duplex parisien, la moitié de tout ce qui ne serait pas saisi par l'État, en raison de différends irréconciliables et du comportement criminel du défendeur.
Victoire publia une déclaration « Je suis horrifié par les actions de mon mari. Je n'avais aucune connaissance de ses activités criminelles ni de sa tentative de meurtre sur Madame Moore. Ma priorité est désormais de protéger mes enfants. » Isidore froissa les papiers dans sa main blessée, grimaçant de douleur. Tout le monde l'abandonnait. Tous ceux qui riaient à ses blagues, qui venaient à ses fêtes, qui profitaient de sa fortune, disparus. Tous. Le cirque médiatique autour de Céleste était implacable. Les journalistes campaient devant son immeuble. Des camionnettes de chaînes d'infos encombraient toute la rue. Chaque média voulait une interview. Les émissions du matin, les GT du soir, les chaînes d'infos continues, les podcasts, les documentaristes. Son téléphone sonnait sans arrêt, producteur agent attaché de presse. On lui proposait des contrats de livres, des droits d'adaptation, des conférences, des interventions, dans des universités, des sommets environnementaux. « Votre histoire inspire des millions de gens », lui dit un agent. « Vous êtes devenu un symbole de résistance contre le pouvoir corrompu. Les gens veulent vous entendre. » Pendant 2 jours, Céleste ignora tout le monde. Elle resta dans son appartement se remettant de ses blessures, regardant les journaux télévisés avec un mélange d'incrédulité et de satisfaction sombre. Le monde voyait enfin Isidore Varon tel qu'il était réellement. Le récif pourrait peut-être être sauvé. D'autres victimes sortaient de l'ombre encouragées par son exemple. Mais elle savait que son silence ne pourrait pas durer. L'histoire était trop grande. Et si elle ne la racontait pas elle-même, d'autres le feraient. Et il se tromperait, alors mardi soir, elle accepta une seule interview. 60 Minutes. Audience nationale. Journalisme sérieux. L'occasion de raconter la vérité selon ses propres termes. Dans une suite d'hôtels louée par la chaîne Leslie Stahl, s'assit en face de Céleste. Céleste portait une simple robe bleue. Ses bandages étaient visibles sur ses bras. Ses mains encore enveloppées de gaz. Céleste Moore. Il y a 2 nuits, vous avez survécu à quelque chose qui semble presque impossible. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Céleste inspira profondément et raconta tout. Pas seulement la fête, tout ce qu'il y avait avant. Sa bourse d'études en biologie marine. La maladie de sa mère. L'abandon de ses études. Le récif qui mourait à cause de la pollution d'Isidore. Je n'ai pas pris ce travail de femme de chambre parce que j'avais besoin d'argent. Enfin, si j'en avais besoin, mais ce n'était pas la raison. Je l'ai pris parce que j'avais besoin d'accéder à ses dossiers. J'avais besoin de preuves de ce qu'il faisait à l'océan. Elle montra à Leslie les copies des documents qu'elle avait collectés, les plannings de déversement, les analyses chimiques prouvant la présence de toxines près des zones protégées, les emails où Isidore et ses cadres discutaient d'éviter les régulations. Le récif sanctuaire abritait des tortues marines protégées des coraux. Espèces d'uniques au monde, dit Céleste, la voix tremblante. Isidore Varon les a détruits. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers. Il a empoisonné tout un écosystème pour économiser sur le traitement des déchets. Leslie se pencha en avant, et lorsqu'il a découvert que vous aviez trouvé ces crimes, il a tenté de vous tuer. Oui, devant 200 personnes. Il pensait pouvoir s'en tirer. Il s'était déjà sorti de tout le reste. Pourquoi pas un meurtre? L'interview fut diffusée le soir même, 23 millions de téléspectateurs. Le lendemain matin, 50 millions de vues supplémentaires en ligne. Les organisations environnementales que Céleste avait contactées commencèrent à publier leurs rapports. Données photos satellites, échantillons d'eau, tout confirmait les crimes de Varon Industries. Un biologiste marin déclara sur CNN: « C'est l'une des pires catastrophes environnementales de la région. Les dégâts sont immenses. Certaines espèces ne s'en remettront jamais. » Et tout cela était évitable. Isidore Varon a choisi le profit contre la planète. Dès mercredi, des poursuites pénales furent lancées contre Isidore et 3 de ses dirigeants, tentatives de meurtre, crimes environnementaux, corruption, fraude racket. 37 pages d'actes d'accusation.
S'il était reconnu coupable, 40 ans de prison possible. Les offres d'emploi affluèrent aussitôt après l'interview. L'Ocean Conservancy voulait l'embaucher comme enquêtrice spéciale. La Fondation des sanctuaires marins lui proposa un rôle de porte-parole. 3 universités lui proposèrent des postes de recherche, des bourses, la possibilité de reprendre enfin ses études. « Vous avez une plateforme maintenant », lui dit un directeur de conservation. « Une voix que des millions de gens écouteront. Nous pouvons utiliser cette voie pour protéger d'autres récifs, d'autres écosystèmes et tenir les pollueurs responsables. » Les éditeurs proposaient des avances à 6 chiffres. Les agences de conférences la voulaient pour des événements environnementaux et universitaires. Une équipe documentaire voulait la suivre pendant un an. C'était irréel. Une semaine plus tôt, elle récurait des toilettes. À présent, on la décrivait comme une héroïne, une inspiration, une voix pour les sans-voix. Isidore sortit de l'hôpital mercredi après-midi en transfert vers une assignation à résidence. Son bracelet électronique bipait lorsqu'il entra dans le penthouse, celui qu'il risquait de perdre au profit de sa femme de l'État et des victimes qui avaient déjà déposé plainte. La maison semblait vide malgré les meubles hors de prix. Victoire avait emmené les enfants. Le personnel était parti. Il était seul. Seul à part l'agent fédéral devant sa porte. Il alluma la télévision et regarda son monde s'effondrer en direct. Le titre Varon Industries continue de s'effondrer. Les enquêteurs fédéraux mettent au jour un réseau criminel, vieux de plusieurs décennies. L'interview de Céleste Moore déclenche un débat national sur la responsabilité des élites. Son téléphone sonna. Son avocat sûrement, ou un autre associé qui démissionnait, ou un autre client qui rompait un contrat. Il hésita à répondre, puis il regarda l'écran. Numéro inconnu. Il décrocha. « Bonjour Isidore. » La voix de Céleste. Calme. Claire. Il serait dit. « Comment avez-vous eu ce numéro? Est-ce que ça a de l'importance? » Un silence. J'ai vu les nouvelles. Votre entreprise, votre femme, tout. La gorge d'Isidore se serra. Tu as obtenu ce que tu voulais. Tu m'as détruit, tu m'appelles pour jubiler. Non, répondit Céleste. Je t'appelle pour que tu comprennes quelque chose. Je ne t'ai pas détruit, Isidore. Tu t'es détruit tout seul. Chaque choix que tu as fait, chaque crime que tu as commis, chaque personne que tu as blessée, c'était tes décisions. Moi, j'ai seulement fait en sorte que le monde l'apprenne. Je vais aller en prison, dit Isidore, la voix brisée. 40 ans, ils disent. Je vais mourir là-bas. Bien. Un mot. Simple. Final. Dévastateur. Le récif est en train de mourir à cause de toi, continua Céleste. Des espèces disparaissent à cause de toi. Des gens ont souffert à cause de toi. Tu as essayé de me tuer parce que je menaçais de révéler la vérité. Et maintenant, tu veux de la compassion. Maintenant, tu veux que je te plaigne. Isidore ne répondit pas. Que pouvait-il dire? J'ai survécu à ta piscine, Isidore. J'ai survécu à tes piranhas. J'ai survécu à toi. Et maintenant, je vais consacrer ma vie à faire en sorte que ce que tu as fait à ce récif ne se reproduise plus jamais. À faire en sorte que des gens comme toi répondent enfin de leurs actes. À faire de ton nom un avertissement, pas une marque. Céleste, s'il te plaît. Non. Coupa-t-elle. Tu as eu ta chance de supplier. Tu l'as eu dans cette piscine. Quand tu as tout avoué. Quand tu as promis de réparer. Mais nous savons tous les deux que c'était juste de l'instinct de survie. Si je t'avais sauvé ce soir-là et qu'il n'y avait eu ni caméra ni témoin, tu m'aurais fait arrêter. Au pire, Isidore ferma les yeux. Elle avait raison. Évidemment. Au revoir, Isidore, dit Céleste. J'espère que la prison t'apprendra quelque chose que tu aurais dû comprendre depuis longtemps. Les actes ont des conséquences, même pour des hommes comme toi. Tu crois que c'est fini. Sa voix était pâteuse, alourdie par les antalgiques prescrits pour les morsures. J'ai encore des amis des juges.
Un seul appel et ta petite fondation disparaît. Ton visage sur tous les écrans. Je le ferai devenir une photo judiciaire. Silence. Puis 20 secondes. Très bien. De l'argent. Dis ton prix. 10 millions. 20. De quoi t'acheter ton propre récif. Planter des coraux toi-même. Tu t'en vas, je m'en vais. On gagne tous les deux. Un autre silence. 10 secondes. La voix d'Isidore se brisa. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne survivrai pas à 15 ans. J'ai 50 ans. Je vais mourir là-dedans. Isidore, ce n'est pas de la vengeance. Son ton ne monta jamais, ne trembla jamais. C'est de la justice. Pour l'océan que tu as empoisonné. Pour chaque employé que tu as humilié. Chaque rival que tu as détruit. Chaque communauté qui a bu ton eau contaminée. Pour tous ceux qui ne pouvaient pas se défendre. La ligne coupa. Isidore fixa le téléphone, puis le lança à travers la pièce. Il éclata contre une sculpture autrefois estimée à 300 000 euros. Le bracelet électronique bipait plus vite, détectant son rythme cardiaque affolé. Il s'effondra au sol, le front contre le marbre froid, et y resta jusqu'au coup discret du policier en faction contrôle de routine avant de continuer sa ronde. Les audiences commencèrent un lundi qui sentait la pluie et les flashs. Les marches du tribunal fédéral étaient un couloir de cris. Les reporters hurlaient des questions en 3 langues. Céleste avança à travers eux, dans un tailleur bleu nuit, ses cicatrices visibles sous son col, son expression indéchiffrable. À l'intérieur, l'air vibrait de rafales d'appareils photo et du froissement des dossiers juridiques. Les procureurs déroulèrent le dossier comme une dissection minutieuse, 15 ans de déversements illégaux, des cartes satellites illustrant la pollution lumineuse dans les courants marins, des schémas des rapports, des preuves irréfutables. Céleste témoigna le 4e jour. Elle portait la même tranquillité que dans la piscine, précise, lente, létale. Les piranhas ne se mettent pas en frénésie sans provocation. Expliqua-t-elle, cliquant vers une diapositive montrant la piscine de Varon. Mouvements erratiques, sans panique, ce sont les déclencheurs. Monsieur Varon achetait des objets écrasés, ma main créait exactement les conditions nécessaires. La piscine était son arme, comme les canalisations de déchets étaient son arme contre le récif. Le jury se pencha en avant. Une femme enseignante dans une ville côtière où les poissons échouaient ventre blanc depuis des années essuya des larmes. Puis vinrent les témoignages des victimes, un ancien jardinier licencié pour avoir signalé des infractions, un pêcheur dont les filets revenaient vides, un promoteur ruiné par des audits anonymes orchestrés par Varon. Très vite, la piscine aux piranhas devint un symbole national. L'aquarium de responsabilité du milliardaire. Les mêmes envahirent les réseaux. Le visage d'Isidore collé sur un poisson affolé, quand ton propre piège se referme sur toi. Le dernier jour, la juge, dont le propre frère était mort d'un cancer lié à des rejets industriels, rendit sa décision sans emphase. Isidore Varon. Vous êtes condamné à 15 ans de prison fédérale pour tentative de meurtre, terrorisme environnemental, corruption et racket. Vos biens seront saisis pour financer la restitution aux communautés affectées et la restauration complète du récif sanctuaire. Audience levée. Le marteau tomba comme une charge de profondeur. Dehors, le ciel s'était éclairci. Céleste se tint sur les marches du tribunal, entourée de caméras. Elle ne sourit pas. Aujourd'hui n'est pas une victoire. C'est un commencement. L'océan ne pardonne pas, mais il peut guérir si nous arrêtons l'hémorragie. Ce soir-là, elle déposa officiellement les statuts de l'initiative Justice Océanique. Les fonds saisis chez Varon furent débloqués. Le financement participatif fit tomber des serveurs 2 fois. La mission tenait en une seule phrase « Aucun écosystème abandonné. Aucune voix trop petite pour compter. » En quelques semaines, partenariats universitaires, bourse au nom de Sarah Chen Stage pour les jeunes issus de zones polluées. Un laboratoire mobile sillonnant les côtes contaminées, testant l'eau,
formant les habitants déposant des plaintes avant que le poison ne se répande. 6 mois plus tard, Céleste s'assit dans un amphithéâtre qui sentait le sel et le bois ancien. L'université qui lui avait autrefois envoyé sa lettre de radiation portait désormais son nom sur une plaque devant le laboratoire marin. Elle portait un jean, un sweat délavé, Justice Ocean, son carnet ouvert sur une page neuve. Le professeur Chen, le cousin de Sarah, celui qui avait donné ce cours sur les mythes entourant les piranhas, se tenait au pupitre. Madame Moore, votre proposition de thèse sur la modélisation restaurative des courants dans les récifs endommagés. Le comité est prêt quand vous l'êtes. Céleste se leva. Ses cicatrices capturaient la lumière du projecteur comme de fines veines d'argent. Elle cliqua sur sa première diapositive, une image satellite du récif sanctuaire. On y voyait des pousses vertes de nouveaux corail, là où les équipes de restauration avaient enfin commencé leur travail. « Commençons, » dit-elle, la salle se toute. Dehors l'océan attendait blessé résilient, se souvenant de tout. 1 an après, l'éclaboussure qui avait brisé un empire, l'amphithéâtre universitaire, débordait d'air salé et d'anticipation. Les bannières de remise de diplômes claquaient au vent venu de la baie, et chaque siège était occupé par quelqu'un qui connaissait le nom de Céleste Moore avant de connaître son visage. Des journalistes occupaient de les ranger du fond leurs objectifs, braqués sur la scène, où elle attendait vêtue de sa toge noire, la capuche de master lourde sur ses épaules, comme une armure méritée. Quand son nom résonna dans les haut-parleurs, la foule se leva d'un seul mouvement. Pas d'applaudissements polis. Un tonnerre. Des étudiants en T-shirt, Justice Ocean des pêcheurs, dont les eaux étaient de nouveau propres. Une ancienne employée de Varon, tenant une lettre de bourse entre ses doigts tremblants. Le professeur Chen plaça le diplôme dans les mains cicatrisées de Céleste et murmura « Sarah serait fière ». Les yeux de Céleste brillèrent, mais elle ne pleura pas. Elle avait déjà dépensé toutes ses larmes dans un bassin rempli de dents. Sur le podium, elle ajusta le micro avec le même calme déterminé avec lequel elle avait déjoué les piranhas. « La survie n'est pas un seul moment », dit-elle, sa voix portant jusqu'aux gradins, les moins chers et au direct en ligne. « C'est choisir chaque jour de continuer à nager quand le courant veut vous engloutir. C'est parler quand le silence serait plus sûr. C'est refuser de laisser la cruauté de quelqu'un d'autre, définir l'écosystème de votre vie. » Les applaudissements roulèrent comme des vagues. Sa fondation avait désormais des dents. 3 sites majeurs de contamination, autrefois des dépotoirs secrets de Varon, avaient été assainis, filtrés, renaissants. Les images satellites montrèrent des colonies de jeunes coraux, là où régnaient autrefois les boues toxiques. Les herbiers marins ondulaient dans des courants nettoyés du trichloroéthylène. Des enfants apprenaient à tester le pH avec des kits portant le logo Justice Ocean, leurs données téléversées sur un tableau public qu'aucune entreprise ne pouvait enterrer. Les discours de Céleste remplissaient des auditoriums de Lagos à Los Angeles. Elle parlait de prédation systémique, de la manière dont les déséquilibres de pouvoir créent des frénésies alimentaires dans les salles de conseil et les assemblées, de la façon dont les sans-pouvoirs apprennent à devenir immobiles, à attendre, à frapper avec du savoir plutôt qu'avec des griffes. Les audiences sortaient plus silencieuses, plus en colère et prêtes. Dans un établissement pénitentiaire à 3 régions de là, Isidore Varon mesurait le temps en bourdonnement fluorescent et en grincement de chaussures de gardien. Sa cellule faisait 3 mètres sur 2. Le lit plus étroit que le rebord de piscine sur lequel il avait écrasé les doigts de Céleste. Les cicatrices sur son cou, le démangeant sous le col de sa combinaison. La nuit, il les traçait du bout des doigts, revivant le grondement du tourbillon, le moment où il avait compris qu'il n'était plus l'apex de rien. Il écrivit la lettre sur du papier pénitentiaire, son stylo tremblant. « Céleste, je vois ton visage aux infos. Je vois les tortues dans ce qui fut ma piscine. Je vois tout ce que j'ai perdu. J'avais tort, je suis désolé. Si jamais tu... » Il ne termina jamais. L'enveloppe rejoignit le courrier, sortant sans mention, sans réponse. Elle finit dans un dossier de la Fondation intitulé
Correspondance de responsabilité. Ne pas répondre. Le domaine Varon avait changé de main 2 fois. D'abord aux enchères publiques, puis au fonds de conservation du littoral. Les ailes du manoir étaient louées à des chercheurs. Les jardins accueillaient des classes apprenant l'écologie des mares tidales. La piscine, vidée à seigneur reforgé, abritait désormais des tortues marines rescapées dans un lagon d'eau filtrée. Une plaque au bord indiquait « En mémoire de ceux qui ont lutté pour remonter à la surface offert par ceux qu'Isidore Varon avait tenté de réduire au silence. » Céleste vint un mardi, quand les touristes étaient partis. Elle marcha seule sur le carrelage, pieds nus, sentant la succion fantôme d'un abîme depuis longtemps scellé. L'eau était d'une clarté. Impossible le soleil dansant sur les carapaces de tortues amputées ou marquées par des hélices. L'une passa sous son ombre, ses yeux antiques rencontrant les siens sans peur. Elle s'accroupit effleurant la surface de ses doigts. Pas de piranha, pas de rires au champagne. Juste le léger toc d'un museau de tortue contre sa paume. Une bénédiction silencieuse. Son histoire avait fissuré quelque chose profondément dans le pays. Les signalements affluaient. Femmes de ménage, liées par des clauses de confidentialité. Stagiaires dénonçant des agressions. Villes côtières révélant des déversements enterrés. Les procureurs construisaient leurs dossiers comme Céleste avait un jour cartographié les courants. Un point de données à la fois incontestable une fois réunis. 3 autres magnats furent mis en examen avant l'hiver. Les hashtags devinrent des numéros de dossier. Le navire de recherche. Resurfaced fendait l'aurore au large des Bahamas. Céleste se laissa basculer en arrière depuis la plateforme de plongée. Les palmes fendirent le silence. 20 mètres plus bas. Le récif était une cathédrale de couleurs. Nuages de poissons perroquets, dômes de corail, cerveaux. Un requin nourrice glissant comme un fantôme gris. Elle ajusta sa flottabilité neutre sans poids, notant des données sur une ardoise bleu pâle. Le requin fit un cercle curieux, puis disparut dans le bleu. Céleste le regarda partir et sentit l'ancienne peur s'allumer, puis s'éteindre. Elle n'était plus la proie. Elle était le courant désormais emportant les sédiments, laissant place à la renaissance. Parfois, les profondeurs où l'on nous jette deviennent l'endroit où l'on trouve notre force. Parfois, survivre ne suffit pas. Il faut remonter, se transformer et s'assurer que plus personne ne se noie dans le silence. Céleste n'avait pas seulement survécu à la cruauté d'Isidore Varon. Elle s'en était servie pour changer le monde. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin de ce voyage incroyable. Si cette histoire vous a touché, attendez de voir ce qui arrive ensuite, encore plus puissant, encore plus inspirant que vous ne pouvez l'imaginer. Ne partez pas. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour plonger dans une autre histoire qui va vous couper le souffle. Faites-moi confiance. Vous ne le regretterez pas.